Bonsoir à tous et bienvenue en 2023. Et oui, c'est la grande première de l'année. Je suis dans le studio de l'After Produit. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous ceux qui se connectent et qui rejoignent l'émission. On va commencer par un truc qu'on fait souvent en janvier. On a le droit jusqu'au 31 janvier. Donc je commence par adresser les vœux les plus sincères de santé, bonheur, réussite et de bon product management pour 2023. On a le temps, il reste 347 jours au compteur en 2023 pour passer une bonne année. On a le temps, on croise les doigts. Ce soir, pour la première fois, ma collègue Marion nous rejoint. Et comme on le dit souvent, un after ne serait évidemment rien du tout sans des invités de marque. Ce soir, on reçoit Diane et Christelle. Bienvenue. Comment allez-vous ? Très bien. Au taquet. Et question, vous m'avez tendu la perche avant. Est-ce que vous êtes stressé ? Je suis obligé de la poser maintenant. Bah maintenant que ça a commencé, c'est bon. Voilà, c'est lancé. J'attends de un peu voir à quelle sauce on sera mangé, mais en vrai, ça va. Vous inquiétez pas, ça devrait bien se passer. On a un taux de survie assez élevé sur l'after produit au global. On a une ardoise assez clean. On devrait pas trop mal s'en sortir. Bien sûr, Diane, Christelle, on ne vous connaît pas. Est-ce qu'on peut vous demander de vous présenter rapidement ? Qui est-ce que vous êtes et chez qui vous travaillez ? Vas-y, j'y vais. Qui se lance ? Du coup, enchanté à tous ceux qui sont là. J'ai pas le droit de savoir qui est là, mais coucou à ceux de United. Je suis Head of Product chez United, du coup, Christelle. Qui est-ce que je suis ? Christelle Calico, Head of Product chez United. Qu'est-ce que je fais ? C'est dur de passer la première. C'est très que fait dur. United ? Je vais plutôt pitcher ma boîte. Voilà. Du coup, on est le leader du e-credit et du crédit instantané en Europe. Donc, assez fier de dire qu'on est maintenant une licorne depuis le début de l'année. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de redéfinir les pratiques du marché du crédit pour assainir la santé financière en fait, des Européens. Très clair. Diane, à toi de jouer ? Donc moi, je m'appelle Diane, je suis originaire de Lyon. Petite histoire, comme ça me fait un icebreaker. Aujourd'hui, je travaille chez Upslide. Je suis Head of Product, en train de devenir Head of Product plutôt. Et Upslide, c'est une entreprise qui fait des fonctionnalités en plus pour Microsoft. Donc concrètement, c'est un onglet en plus pour les personnes qui passent beaucoup de temps sur PowerPoint, Excel et Word et qui en général trouvent que ça leur change beaucoup la vie pour avoir des documents à la charte et gagner en productivité. Très intéressant. Si dans le chat, il y a des gens qui ont été clients de United ou de Upslide, dites-le nous. Dites-nous si c'est des produits qui vous plaisent. On prend toujours les feedbacks pour nos invités. Qui ont acheté un téléphone à crédit sur Bouygues ou un appareil Apple dernièrement en plusieurs fois sans frais ou avec frais. On ne fait pas le sans frais, on fait l'étalement sur beaucoup de fois en fait, de tes paiements. Donc peut-être que vous êtes client sans le savoir de United. Ah, les hommes de l'ombre. On va pas révéler tout de suite, mais aussi on va le révéler tout de suite. Vous connaissez plutôt bien, ce qui va nous emmener directement sur notre deuxième section, un petit icebreaker. Et pour lancer un icebreaker, rien de mieux qu'un petit jingle. Bonjour à vous deux. Je lance l'icebreaker. La première question est pour Christelle. Est-ce que tu connais le signe astro de Diane ? Non, je connais la date de naissance, mais pas du tout le signe astro. Alors, est-ce que c'est une info RGPD compliant de partager la date de naissance ? Non, pas mis. Non, on n'a pas le droit. Okay, Pas le droit. On n'a pas le droit. C'est en décembre. C'est en décembre. Alors, ça doit être Capricorne ou quelque chose comme ça, si je me trompe pas. On les connaît pas non plus. Question pour toi, Diane. Que voulait faire Christelle quand elle était enfant ? Franchement, je sais pas. On peut faire de la voile. Elle était forcée de faire de la voile. Je sais pas, je pense que quand j'étais enfant, ma mère disait à mon frère, tu seras architecte ingénieur. Et je voulais faire ça parce que ça m'énervait que ça soit pour mon petit frère et pas pour moi. Et tu n'es ni architecte ni ingénieur aujourd'hui ? Je suis ingénieur en bâtiment Bon, en fait. quand même. Mais plus trop, faut avouer. Question pour Christelle. À quelle occasion as-tu rencontré Diane ? Ah, ça c'est facile. On est dans la même promo en fait du master HEC entrepreneur en l'occurrence. Et du coup on s'est rencontrés probablement le premier jour de rentrée. Très clair. Question pour Diane cette fois-ci. C'est quoi la plus grande qualité de Christelle ? Je pense qu'elle a de très bons conseils.
Elle écoute hyper bien et elle donne un avis qui est souvent très pertinent. Voilà. Sur plein de situations différentes. On va tester ça dans la suite de l'émission. On va Exactement. J'ai 2 questions inversées. Christelle, à ton avis, quelle est la qualité principale d'un bon PM selon Diane ? Ah ouais, ça c'est une colle. Honnêtement, je sais pas la qualité principale d'un bon PM pour toi, mais je sais que ce que tu attends des gens autour de toi et de tes équipes, c'est de la bienveillance en fait, au moment où ils vont choisir et faire leurs décisions, et du coup une très grande capacité, je sais pas si c'est d'écoute, mais en fait de compréhension, de mettre à la place à la fois des users et de ses stakeholders en fait. Donc, après la plus grande, j'aurais du mal à dire. Est-ce que Diane est d'accord ? Et la plus grande qualité chez un PM, oui, je pense que oui, avoir de l'empathie pour les utilisateurs et du coup prendre ça en compte, c'est un point qui est très important. Donc j'aurais formulé un petit peu différemment, mais je pense que très bien. Très loin. Et du coup, Diane, je te retourne exactement à la même question. Quelle est la qualité d'un bon PM selon Christelle ? Là, c'est le moment où on s'est dit que si on avait préparé plus ensemble, on aurait pu mieux répondre. Je pense que quelque chose qui est important chez United qui ressort, c'est le fait de tester des choses et donc de try fast. Donc je pense le fait d'essayer des choses assez rapidement. Du coup, là, je suis assez fière de ce que je raconte dans la vie. On continue avec 2 petites questions. Question pour Christelle. Quelle est la feature dont Diane est la plus fière chez Upslide ? Ça se corse. Ah ouais, ça se corse vachement. Alors, non, je sais pas la feature dont tu es la plus fière, parce que je sais que ce que Diane est hyper fière d'avoir fait, c'est d'avoir un peu structuré toutes les demandes, l'entrée de demande en fait client, et le transformer plus dans une vision produit, roadmap. Et donc d'avoir aidé ses équipes et la communication en fait entre je veux un besoin à je fais le besoin qui est pertinent. En partie. Donc, et par contre, du coup, la feature elle-même, en vrai, la dernière que j'ai entendu parler, c'était une histoire de tag ou de plan de tagage ou de comment suivre les mises à jour. Du coup, je pense que ça ne doit pas être le truc dont tu es le plus fier. Je crois que le regard suspicieux de Diane n'échappe pas aux caméras. Ok, de suivi des mises à jour, test en interne puis en externe. Ok. Ça serait quoi la feature en question, dont tu es la plus fière ? Alors attends, il y avait 2 questions. J'essaie de voir, parce que je pense que le dernier truc dont on avait parlé, peut-être l'auto-update et le site converter. Ouais, mise à jour. Ok, le fait que Upslide se mette à jour chez les clients, qui du coup pour nous est un gros enjeu. Donc on fait, qui s'est mis à jour dès qu'on a une nouvelle release, mais qui est un gros enjeu pour que ça se passe bien chez tous nos clients et quand il y a des enjeux de sécurité. Et la feature dont je suis la plus fière, c'est vraiment difficile. Je pense qu'en fait, je sais pas si c'est une feature dont je suis la plus fière, mais en tout cas, il y en a une que j'aime beaucoup dans Upslide, notamment parce que je pense que quand j'ai fait 6 mois de stage en conseil il y a très très longtemps, et ça m'aurait pas mal changé la vie, c'est celle qui permet d'aligner des formes, de les mettre toutes à la même taille, de les répartir d'un coup sur la slide. Enfin, en fait, c'est super concret, mais quand même, quand tu la passes, Vous avez une version gratuite ? On n'a pas de version gratuite, mais je peux voir ce que je peux faire. Je peux être bêta-testeuse. Et on termine avec une dernière question pour Diane. Quelle est l'expérience professionnelle qui a le plus marqué Christelle ? Moi, je pense que c'est United. Ça fait 5 ans que tu y es. Alors, certainement la plus longue. La plus longue, après celle qui t'a le plus marqué. Le fait que ça nous était à Madrid, quand même. Alors ouais, il y a 2 choses. Je pense que sur le plan professionnel, j'ai le plus appris chez United, notamment parce que c'est là où j'ai fait les dernières parties et la plus grande partie de mon travail en produit. Sur le plan perso, je suis allée 2 ans à Madrid chez Carrefour dans l'équipe digitale et d'innovation. Bien sûr, il y avait Carrefour et ce que je faisais là-bas, mais il y avait aussi le style de vie madrilène qui était plutôt sympa. La Dolce Vita à l'espagnol, c'est ça on va faire je sais pas comment le dire en espagnol. Je sais même pas comment dire, mais ouais, en fait, le fait que la vie se finisse à 22h et qu'en fait, on a tous notre temps entre la fin du taf, un temps perso pour soi et le moment d'aller se coucher, qui est assez différent par rapport à la France. Très clair. Bon, on a plutôt une preuve que vous connaissez quand même assez bien. On ne révélera pas tout ce soir. On vous laissera dire ce que vous voulez. Marion, il va être temps de lancer le... Et donc on enchaîne effectivement sur le premier sujet de la soirée. Jingle. Et nous sommes de retour. Le premier sujet de ce soir. Product Manager, le métier aux 1000 expertises.
Pourquoi on dit ça ? Parce que par exemple chez WeVoo, nous quand on parle de compétences pour nos PM, on attend à la fois du business, du marketing, de la tech, de la data, de l'UX. Et je pense que si on continuait la liste, on pourrait en mettre encore 25 derrière. Comment vous expliquez à quelqu'un c'est quoi un PM simplement ? Si tu veux, JB, t'as fait la première la dernière fois. Du coup, en fait, je trouve ça super de vulgariser le métier de product manager. Et du coup, moi, je l'explique notamment à mon grand-père. Et mon grand-père utilise WhatsApp à 96 ans. Et en général, je lui ai expliqué du coup le rôle de product manager avec WhatsApp. Et donc, en fait, le rôle du product manager dans le monde digital, c'est de créer et de faire vivre un produit. Et donc, du coup, il s'occupe de définir quelles sont les fonctionnalités qui sont vraiment nécessaires. Donc sur WhatsApp, par exemple, on va pouvoir envoyer un message, faire un message vocal, créer un groupe avec toute la famille. Et donc définir ce qu'on va vouloir faire, ce qui est prioritaire, et le réaliser avec l'équipe de dev, les designers, et éventuellement les stakeholders, toutes les personnes qui peuvent être impliquées et avoir un avis autour. Faire en sorte qu'à la fin, on ait quelque chose de faisable, simple, viable, et d'un point de vue viable d'un point de vue business, voilà. Ok, super explication. Tu veux rajouter quelque chose, Christelle ? Ouais, alors là, c'était hyper simple, effectivement, à expliquer. Peut-être que ce que j'ajouterais, c'est de faire ça dans le contexte et l'objectif long terme, en fait, de l'entreprise, de sa vision, mission, et d'aller retranscrire ça et de bien comprendre, en fait, les enjeux, peut-être sur l'année, sur les prochains 18 mois, au moins sur laquelle l'entreprise veut travailler. Et donc, sur son scope, d'essayer de les retransformer en objectifs qu'on cherche à atteindre et quelle opportunité pour l'atteindre. Et c'est là, effectivement, où il y a tout ce travail de co-construire avec ses équipes tech et avec peut-être ses stakeholders la bonne fonctionnalité qui est celle qu'en fait va permettre à la fois aux users d'avoir ce qu'ils veulent, mais à l'entreprise d'aller où elle veut. J'ai une question quand même pour Diane en rebond. Ton grand-père utilise WhatsApp. Est-ce qu'il est sur Twitch avec nous ce soir ? Non, ça c'est un... Quelle déception pour nous. Je suis pas sûr qu'on ait envie de continuer l'émission avec cette déception énorme sur le moment. On pourra regarder le replay. Il pourra regarder le replay, on lui enverra sur WhatsApp. On compte sur toi, Diane, pour œuvrer. On enchaîne ? On enchaîne. On est dans un métier qui bouge beaucoup, qui ne cesse d'évoluer. Comment vous faites, vous, toutes les deux, pour rester à la pointe ? Ouais, alors, du coup, pour moi, il y a deux aspects. Il y a pendant que je fais mon métier au quotidien, j'essaie de rester hyper curieuse et d'aller comprendre vraiment ce que font les autres. Et souvent, quand je me demande plusieurs fois à demander à quelqu'un quelque chose et que je vois que c'est bloquant, j'essaie de voir si je peux pas le faire moi-même et comprendre comment ils le font. Et en fait, c'est un peu comme ça que je me suis formée à des trucs genre du SQL. Je dis pas du tout, je suis experte SQL. Par contre, je suis capable d'aller en autonomie faire mes propres requêtes pour mes besoins, en tout cas. Et il y a toute une phase d'apprentissage, hein, c'est la learning curve au début. C'est cool, on arrive à faire des trucs, puis après ça devient hyper dur, puis ça devient naturel. Et donc ça, c'est la première partie. Donc au sein de tous les jours, vraiment, s'aider des experts qu'on a en fait autour et leur demander de l'aide, et dire je sais pas faire, j'y comprends rien. Par contre, je suis intéressée pour apprendre. Et l'autre partie est un peu plus en dehors. J'ai pas une façon très construite, mais globalement, j'ai des articles que je reçois en newsletter, en fait, que je vais aller consulter régulièrement. Enfin, je les lis systématiquement. Je dis pas que j'en fais quelque chose, mais en tout cas, je les lis, souvent je les partage. Et le truc, j'ai eu un bébé il y a pas longtemps. Du coup, je passe beaucoup de temps avec la poussette à balader la bébé parce qu'elle s'endort en poussette, mais pas ailleurs, pour le moment en tout cas. Et j'écoute des podcasts. Et c'est vrai que c'est quelque chose que là, j'ai découvert dernièrement et qui, à mes heures perdues, est vraiment pas mal. Je suis obligé. Est-ce que le bébé nous regarde sur Twitch en ce moment ou pas ? Franchement, j'espère. Je l'espère. Via aussi. son père, je pense. Et tu parlais de veille produit. Est-ce que tu as des personnes que tu suis en particulier et que tu as envie de recommander personnes qui nous regardent ? Alors, oui, la réponse c'est oui. En fait, je reçois les newsletters typiquement les grands newsletters produits français. Donc évidemment, j'ai oublié le nom là tout de suite, mais c'est pas grave. Il y a les podcasts type Clé de voûte et Product Squad. Puis après, il y a pas mal de contenu, typiquement la newsletter de Lenny, bon en anglais, mais aux US, ou des choses comme ça, où finalement on se retrouve très vite à avoir des liens vers d'autres sites et d'autres sites. Donc je dirais pas que je les suis dans le sens où je suis pas sur Twitter à avoir des news. Par contre, je vais régulièrement reconsulter ce qu'ils ont raconté sur des sujets. Diane, toi de ton côté ?
Moi, je pense qu'il y a des points qui rejoignent pas mal Christelle, notamment le fait de partir en fait des besoins de la boîte à un instant T et de voir ce qu'on identifie et du coup d'aller chercher aussi des réponses à ça en externe. Parce que je trouve que c'est génial de s'inspirer un petit peu tout le temps et de lire, mais l'important c'est surtout de faire des choses qui vont vraiment servir à la boîte et de pratiquer dessus. Sur la veille perso, je fais aussi pas mal de choses en continu, un petit peu comme ça passe, des meet-up ou des articles de Silicon Valley Product Group. Et j'aime bien lire aussi, donc juste un à la fois, ça demande plus d'efforts. Mais par exemple, en ce moment, c'est Empower que je viens de commencer et souvent je le fais dans le train. J'aime bien voyager en train en Europe et du coup, je trouve que ça marche très bien dans le train d'apprendre et de se concentrer dessus. Et en plus de ça, il y a 3 autres choses. Moi, j'aime beaucoup parler avec des personnes dans d'autres entreprises. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, notamment dans mon expérience précédente où j'étais la seule product manager. Et donc, je me suis vraiment beaucoup appuyée sur des personnes en dehors. Et je le fais maintenant aussi avec Christelle, par exemple, et d'autres personnes. Et je trouve que c'est un côté beaucoup plus intime. Et du coup, dans un livre ou dans un meet-up, on va dire des choses qu'on peut partager en public. Ça va être un petit peu romancé. Là, au moins, on a vraiment des éléments. Et ça m'a souvent beaucoup débloqué. Par exemple, Maya Metz, qui a créé Noé, qui est une formation de product manager maintenant, m'avait partagé sa première roadmap chez Aircall au moment où moi, je faisais la mienne sur un Excel. Et en fait, je me disais, mais c'est parfait. En fait, elle aussi, elle a un Excel. Voilà. Et après, aujourd'hui, dans l'équipe, je me repose beaucoup aussi sur ce que les product managers eux-mêmes trouvent et partagent et ont envie d'implémenter. Ils ont plein d'idées. Pareil pour les autres expertises. Et on met aussi en place des formations en interne. Là, par exemple, on a une personne qui est venue nous former sur la priorisation produit. Je pense qu'on va faire une formation sur savoir dire non bientôt. Et je trouve que ça fait aussi pas mal progresser l'équipe. Ça permet vraiment d'échanger sur les sujets. Je pense que c'est une super remarque. On a pas mal de formations qui ont été faites chez Netid. Donc, si votre boîte le fait, génial. Sinon, essayez de les faire effectivement en dehors. J'ai fait une formation. La boîte a mis en place une super formation management. Donc, c'est pas du tout en lien avec particulièrement le produit. C'est vraiment en lien avec comment faire un feedback, comment redonner de la motivation. Et ça, franchement, elle était géniale. Et on a aussi fait une formation plus produit, en l'occurrence chez Tiga, qui était hyper bien. Bon, je fais de la pub, mais ça nous a permis à nous, en tant que boîte, on y allait. On est beaucoup de product managers. On est une vingtaine de product managers et en fait on y est tous allés, on est ressortis de là avec 2-3 idées clés implémentées sur comment on va adresser l'année prochaine. Et en fait ça nous a vraiment fait avancer vers un truc où on sentait qu'on avait un petit manque et on s'est mis d'accord de comment le dépasser. Vous avez toutes les deux évoqué des aspects veille, lire des articles, suivre des podcasts, tout ça, ça prend du temps et on a commencé en disant que PM on fait déjà plein de choses. Comment vous casez ça dans votre agenda ? On fait plein de choses. Comment je casse ça ? Alors, très souvent, c'est pas du tout dans mon agenda. Et en fait, c'est mes moments de détente de faire ça. Donc, c'est pas un moment que je réserve en plus. Les échanges en fait, qu'on a, même avec les autres PM au sein de la boîte ou en dehors, ça fait vraiment partie du métier de PM pour moi. Et le dernier tips, il y a une app que j'utilise en ce moment qui est pas mal, qui s'appelle Imprint. Qui te met sous forme d'infographie des livres clés. Et en vrai, elle est super. C'est pas lié spécifiquement au produit. Mais là, ils ont une série de livres sur prendre des meilleures décisions. Et franchement, alors c'est pas... Là, je viens de lire. Ça prend 100 minutes. Thinking Fast and Slow, que j'avais déjà lu avant. Et revoir les concepts clés, les revoir expliquer. En plus, ils font en sorte qu'on les retienne. C'est vraiment, vraiment bien. Donc, je pense qu'on va partager ça dans le chat pour tout le monde. Et du coup, ça, c'est un tips. Quelque chose à rajouter sur... Ouais, c'est pareil, je pense que c'est un peu au fil de l'eau. Et puis souvent, c'est des personnes avec qui je m'entends bien aussi, avec qui je vais échanger. Donc, parfois, la frontière peut être assez floue. Est-ce que c'est du travail ou est-ce qu'en fait, on peut faire juste d'autres choses, quoi. Et je pense que le type, c'était celui d'avant. En fait, les longs trajets en train, ça marche bien pour se concentrer et pour lire. Des temps un peu des temps calmes, comme on dit pour les enfants, pour travailler. C'est un métier que vous exercez toutes les deux depuis quelques années dans le monde du produit. C'est un métier qui change beaucoup. Le métier est plus le même aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Il sera probablement différent dans quelques années. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans ce métier depuis que vous l'exercez ? Alors là il y a 2 aspects. Le premier, c'est sur l'extérieur. Le métier a acquis de la seniorité en fait. Product manager, c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant maintenant que ça l'était avant. Peut-être plus reconnu dans le sens où les product managers qui arrivent dans une boîte, ils ont moins besoin de l'évangéliser. Et même en termes de formation, il y a des formations qui mènent à product manager. Et on a aussi un axe individuel contributeur. Donc,
un axe seniorité qui commence à se développer au sein du product management qui permet à un product manager ou de devenir expert en fait, de devenir product marketing manager, data PM, peu importe, ou d'aller en fait vers des postes avec des scopes ou des rôles un peu plus stratégiques au sein de l'entreprise. Puis après, au sein de la boîte, en fait, je pense que ça dépend beaucoup de où en est la boîte dans son développement. Et en fait, chez United, on vit des phases et des cycles de « je cherche mon market fit », où je l'ai trouvé, je suis déjà arrivée quand on l'avait trouvé. Donc, on a trouvé le market fit sur un premier produit. Et donc là, en tant que PM, on est PM grosse. Et on va chercher à optimiser. Et donc là, le rôle du PM, ça va être faire des A/B tests, aller cruncher la data, faire du discovery sur les pain points et chercher à les améliorer au mieux. Et donc là, on est vraiment sur cette partie faire optimiser, donc aller gagner quelques pourcentages de conversion, peu importe, sur son produit. Et en même temps, toujours le même PM, il peut avoir un rôle un peu... faire des choses qui ne scalent pas du tout pour tester très très rapidement. Et donc ça, c'est la première phase. Donc je teste sur un nouveau marché en même temps que je stabilise mon produit. Et là, on enchaîne. Et là, on est sur la troisième fois dans la deuxième phase qui est scaler. Et en fait, quelque chose qui change, c'est que vraiment, on a des PM scale. On est une scale-up d'ailleurs, plus une start-up. On est vraiment là. Et donc là, notre mot d'ordre pour tout le moment, c'est plateforme, que j'ai dû dire 170 fois aujourd'hui. Mutualiser, scalabiliser, réutiliser. Et donc ça, c'est une autre facette du métier de PM qui, je ne sais pas si elle est nouvelle, mais en tout cas, elle a été nouvelle pour moi là dernièrement. Et pour toi, Diane ? Et moi, je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est le type d'environnement où je l'ai exercé, notamment parce que j'ai été product manager en e-commerce où j'étais la seule product manager. Donc ça veut dire que vraiment tout repose sur toi. C'est-à-dire que si tu veux des insight users, il faut aller les chercher, mais pendant ce temps-là, tu ne fais pas forcément ton sprint et il faut trouver du temps. Si tu veux de la data, il faut essayer de t'en sortir avec SQL et apprendre la database. Donc, et si tu veux des maquettes, tu peux aller voir le marketing pour leur demander, s'il te plaît, tu peux pas m'aider un petit peu, mais tu es vraiment un petit peu au four et au moulin. Et ça a beaucoup changé chez Upside. Pour le coup, comme le produit SaaS, ce qu'on vend, c'est ce qu'on développe au produit, donc c'est vraiment au centre de la boîte. Quand je suis arrivée, on était 2 PM et un product designer, donc c'était encore une petite équipe. Et petit à petit, on reste petit comparé à United, mais ça s'est étoffé. Aujourd'hui, il y a 3 product managers, une personne en product marketing, bientôt 2, je pense, un product designer. Et 2 personnes dans une squad data qui nous aident aussi. Et donc en fait, je trouve qu'il y a beaucoup plus de rôles autour du product manager en fait, sur lesquels s'appuyer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement aussi parce que j'allais dans des boîtes, il n'y a pas non plus des équipes produits énormes, mais un petit peu plus grosses que ce que j'ai pu connaître avant. Et je pense que dans l'écosystème, c'est quelque chose qui est assez vrai aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de rôles autour. Donc un rôle de product marketing, user researcher, product ops. Ça, c'est des rôles qui sont beaucoup plus fréquents autour et en fait qui permettent au product manager de vraiment se concentrer sur le cœur de son métier et d'aller chercher en fait chez d'autres personnes d'autres expertises, d'autres insights qui vont lui permettre de gagner du temps parce qu'il n'aura pas besoin de le faire lui-même. Après, je pense que ça crée aussi une certaine complexité parce que du coup, tous ces profils autour, ça implique de savoir travailler avec eux, les solliciter, les motiver. Aussi organiser le partage d'informations parce que quand on est PM et qu'on s'occupe à la fois de la partie des maquettes de prioriser et du messaging qui va être utilisé, la user test, on peut se servir des insights pour tout. Quand il y a 3 personnes différentes qui vont s'en servir, elles ont toutes besoin d'avoir accès aux insights. Elles partagent aussi la charge de la discovery, donc c'est génial. Mais il faut bien organiser pour qu'elles aient toutes accès aux insights qui vont les intéresser pour faire justement la step d'après. Un truc qui a été fondamental là, dernièrement pour United, à ce niveau-là, on a mis en place Notion, donc un knowledge base en vrai. Il y en a d'autres, mais nous on n'en avait pas, en tout cas on ne l'utilisait pas. Et ça a vraiment révolutionné le partage d'informations et le niveau de connaissance de chacun autour d'un sujet. Et c'est vrai que ce que tu dis, effectivement, il faut qu'on travaille avec des collaborateurs sur lesquels on arrive à s'appuyer, qui peut-être n'étaient pas là avant ou pas disponibles forcément sur les tâches qu'on nous demandait. Ce niveau de collaboration est effectivement nouveau et maintenant j'ai l'impression qu'il est attendu par les personnes qui postulent chez nous aussi. L'exigence qui... C'est une exigence, voilà. C'est vraiment, on arrive et est-ce qu'on a un data analyst, est-ce qu'on a un user researcher, est-ce qu'on a un product designer avec nous? On aimerait répondre oui, des fois sur certaines choses oui, d'autres non. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vers là où on essaye, où le marché tend, j'ai l'impression. Ça fait une transition assez magique sur la question d'après, je crois. On l'a dit, métier aux 1000 facettes, il y a plein d'aspects. On n'a pas toujours la chance d'avoir des équipes qui s'étoffent comme vous l'évoquez. Mais des fois, on doit bien recruter des PM. Du coup, c'est quoi les skills, c'est quoi les compétences, c'est quoi ce que vous attendez chez un PM quand vous le recrutez ?
Du coup, c'est bien, ça va faire le lien avec l'icebreaker de tout à l'heure. En effet, il y a plein de skills. Et d'ailleurs, là-dessus, moi, il y a j'ai du mal à trouver mes mots, pardon. Le Silicon Valley Product Group qui a fait un article et une trame que je trouve très claire sur les skills de PM. Donc, vous pouvez peut-être le mettre dans le chat si vous l'avez sous la main. Donc, je renverrai vraiment à ça pour la partie plus exhaustive, parce que je trouve en plus très simple à adapter en fonction du contexte de la boîte. Après, de manière générale, moi, je fais attention à l'empathie pour les users. Et en particulier chez Upslide, l'empathie pour les users d'Upslide et leur quotidien. Enfin, voilà, en vrai, personne n'a envie de passer sa vie à faire des slides en mettant beaucoup trop de temps, faire des copier-coller ou mettre en forme des tableaux ligne par ligne. On est d'accord. Vraiment, faciliter ça. De l'empathie pour ça. C'est quelque chose que j'ai beaucoup regardé parce que je trouve que ça fait beaucoup derrière. En fait, si tu as envie d'aider tes utilisateurs, tu vas aller dans la bonne direction. L'analyse et la synthèse, donc la capacité à avoir tout dans un parcours, voilà, tout ce qui se passe et ensuite synthétiser. Et avoir bien une vision d'ensemble très claire des différents use cases. Enfin, il y a souvent des cas où en fait il faut quand même mettre les mains dedans, voir tout ce qui se passe aux différents niveaux et en faire quelque chose de clair et compréhensible par quelqu'un d'extérieur. Et le troisième point que je mettrais, c'est la communication, du coup, pour partager tout ça, embarquer tout le monde sur les bons sujets au bon moment. Après, on peut en rajouter plein, pour la seniorité, les skills. Mais je pense que de notre côté, c'est marrant, on cherche des axes aussi, mais c'est pas forcément exactement les mêmes. Je pense que le premier point, c'est à quel point le poste que le PM va prendre ou pourrait avoir chez United correspond à ce qu'il souhaite faire. On est une scale-up dans un environnement régulé. En vrai, c'est passionnant, mais si la personne cherche un type d'enjeu différent... Quand tu dis environnement régulé, juste pour que tout le monde comprenne, oui, qu'est-ce c'est que du ça veut crédit dire ? consommation, et du coup, en fait, on a des règles de compliance qui dépendent de chaque pays ou de chaque type d'activité qu'on va faire, qui en fait sont des opportunités pour United, parce qu'on va aller pas les simplifier dans le sens où on les passe pas du tout, mais on va les prendre et en faire des opportunités là où les grands groupes vont faire quelque chose de très complexe avec. C'est un mindset et je pense que c'est le premier point, c'est en fait nous le travail qu'on fait de product manager chez nous est lié à comment on travaille avec nos devs, avec les différents product owners qui sont en fait des product managers aussi, les engineering managers, et c'est un travail où en tant que product manager, en ce moment, en tout cas sur les postes qu'on recrute, si j'ai quelqu'un qui veut faire beaucoup de discovery, là on est en train de scaler, donc on est dans cette phase de consolidation. Ça ne va pas forcément du tout plaire à la personne. Donc ça c'est le premier aspect, c'est la concordance entre les souhaits et les souhaits moyen terme avec le poste. Ensuite je pense c'est un peu comme Diane, donc il y a le strategic thinking, réussir à parler avec les bonnes personnes, faire circuler l'information pour prendre la bonne décision et en fait réussir à amener United, mais ça peut être la mauvaise direction, ça, il n'y a pas de problème. En fait, et d'ailleurs, l'amener plutôt vite pour se rendre compte que ce n'est pas la bonne direction, mais dans une direction, donc faire des choix. Et le deuxième, c'est un peu l'aspect leadership, plus dans le côté ne pas avoir peur d'avoir les mains dans le cambouis, en fait, être vraiment expert de son produit, savoir ce qui se passe dessus, mais pouvoir l'expliquer simplement. Et du coup, avoir cette... ok, je sais à peu près où je veux aller, parce qu'avec mes équipes, on s'est dit, c'est plutôt là-dessus qu'on veut travailler, mais j'arrive à en parler aux gens, à qu'ils comprennent et qu'ils soient enthousiastes à l'idée de ce qu'on veut faire. Mais en plus, à les écouter quand ils me disent bah non, c'est pas du tout ce qu'il faut et ça va pas. Ouais, du coup, en tout cas, c'est ça les facteurs différenciants chez nous au moment de chercher à recruter. Et après, je pense qu'il y a aussi le fit avec les valeurs. On en parlera probablement un peu plus tard. Je l'ai laissé exprès de côté. J'ai une dernière question pour vous sur ce premier sujet. Pour vous, qu'est-ce qui va changer dans les années à venir sur le métier de PM ? Alors, on en a parlé un petit peu, mais ça va être quoi là, pour vous la grande révolution ? Alors, je sais pas si c'est une grande révolution. Je vais commencer par celui qui est moins révolutionnaire. Non, moi, je pense que le binôme PM Tech Lead est déjà assez solide, mais je pense qu'il peut encore solidifier chez Upslide, mais de manière générale dans l'écosystème. Je pense qu'en parlant avec des gens qui sont aux États-Unis, il y a encore beaucoup plus de poids à la collaboration avec la technique très en amont. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose vers lequel on va continuer à tendre. Et après, alors je sais pas si on va aller vers ça, mais je suis assez curieuse de voir les évolutions de tout ce qu'on voit passer sur l'intelligence artificielle. J'y crois pas, enfin, tout le monde essaye pour rigoler, donc je suis assez sceptique encore de créer les user stories, résumer tous les feedbacks avec l'intelligence artificielle. Après, il y a quand même des petits usages, notamment dans Product Board, qu'on utilise chez Upslide,
où il y a des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour essayer de nous aider à classer les fonctionnalités. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas toujours très pertinent. Donc ça, je me dis, est-ce que ça, c'est quelque chose qui demain pourrait vraiment bien fonctionner ? Parce que si oui, c'est vrai que ce serait quand même assez... Quand on vous a posé la question de la Rentable. définition de PM, il y avait Cédric dans le chat qui disait on demande à ChatGPT de nos jours et il nous donne une meilleure réponse que nous. Alors oui, c'est probable. Alors je suis pas sûre qu'il aurait et parlé du de coup, WhatsApp et de mon grand-père. ouais. Voilà. Probablement pas, ça sera moins personnel, mais Du coup, j'aurais dû effectivement, demander la réponse de qu'est-ce que c'est un PM. Non, blague mise à part, je pense qu'effectivement, les outils qu'on a et les choses qui sont déjà structurées, qui nous permettent de faire un travail de bon PM, vont continuer à se développer en fait. Et donc là, tu parlais de Product Board, mais je parlais de Notion, on parle de ChatGPT, peu importe. En fait, on va se recentrer autour de réussir à bien avoir l'information qui circule et ça va être de plus en plus facile. Et en fait, avant, c'était dur d'avoir des chiffres. Ou avant, c'était dur d'avoir des insights clients. Et ça l'est plus. Et il y a un ensemble d'outils, que ce soit au moment de la phase de discovery, du delivery, ou même de où est-ce qu'on veut aller, donc road mapping, peu importe, qui nous aident à être meilleurs. Et ça, on va continuer à avoir ça. Et donc, en fait, on a des PM qui vont moins être techniques dans le sens où ils vont être super bons à rédiger une user story. D'ailleurs, c'est même pas sur eux que ça repose, finalement. Et plus des PM qui vont rester dans cette partie à trouver la solution smart à un problème et trouver le bon problème, finalement, avec les équipes finales. Et un truc que j'aime beaucoup dans ce que tu as dit, c'est le rôle tech. En ce moment, en gros, on a pas mal d'enjeux chez United, forcément, tech, et on se repose beaucoup sur à la fois nos PO qui sont des PM, mais experts, en fait, tech, c'est pas expert tech, mais très bons à comprendre toutes les dépendances et qui peuvent aider des PM un peu plus juniors sur cet aspect, mais aussi sur les engineering managers, sur les lead dev qui sont hyper présents au moment de la conception des solutions. Et plus jamais, et ça aurait pu arriver il y a quelques années, on est un PM qui dit voici ce qu'il faut faire. Ça, ouais, en clair. fait, le PM n'est pas le mini-CEO, il dit pas ce qu'il faut faire. Il aide l'information à circuler au sein des équipes. Ouais. Je me permets de rajouter une dernière question pour conclure. On a vu qu'un PM, c'est quelqu'un qui doit jongler entre 1000 tâches, qui doit parler à 1000 personnes, qui doit tester, utiliser 1000 outils. Comment on fait pour pas travailler 80, 100 heures par semaine et être un bon PM ? Bah, déjà, je pense choisir une boîte où on n'attend pas des PM qui travaillent 80 heures par semaine, c'est pas mal. C'est un bon garde-fou. Oui. Et après, je dirais... savoir prioriser, c'est-à-dire savoir dire non, faut faire une chose bien et puis les autres elles attendront après, et s'appuyer sur les personnes autour, notamment quand il y a des expertises qui sont dispo ou même d'autres personnes dans la boîte, par exemple les consultants ou même les sales, souvent ils sont quand même très friands de remonter des retours ou des choses au PM. Je pense qu'ils peuvent faire gagner beaucoup de temps quand on sait bien les solliciter. En fait, je pense que c'est vraiment un truc qui affecte les PM, surtout plus juniors. On a tous beaucoup d'heures de travail, c'est pas du tout le sujet, mais en fait on sait dire non aussi et s'arrêter. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut aussi savoir faire soi-même, donc se prioriser du temps en dehors du travail. Après c'est un peu une passion et on en parle en vrai en dehors, donc ça c'est même maintenant. Je crois qu'on a tous la même passion. Ouais, c'est ça. Mais 19h33, on parle par contre, une notion qui est hyper intéressante, c'est le leverage. Donc c'est vraiment donner la capacité, le pouvoir aux équipes et ne plus être soit la personne bloquante. Et donc c'est pour ça que je disais que ça arrivait un peu plus aux personnes juniors parce qu'ils ont tendance à vouloir faire et en fait il faut que les autres sachent faire. Et donc il faut à la fois donner aux autres la capacité de répondre, même si on peut répondre mieux et plus vite. Mieux en fait c'est au début parce que très vite c'est les autres qui vont répondre mieux que nous. Et de choisir ses combats sur celui qui aura le plus grand impact long terme et pas le plus gros impact tout de suite. Sinon, on répond à tous ces mails. On a 200 mails par jour, en tout cas dans notre boîte. On n'a pas craqué ça encore. Et si on passe sur le truc urgent, on fait que répondre à des mails. Si on travaille sur la priorité long terme, on va faire les actions qui ont le plus d'impact pour la boîte et pour son travail. Et finalement, on travaillera un tout petit peu de temps pour un effet important. Ouais, c'est un peu le but final, finalement. Mais... On a Nico Potier dans le chat qui nous dit Notion et ChatGPT cités dans la même phrase, petite douce musique pour mes oreilles. Ça fait plaisir à des gens, et notamment à Nico visiblement. Il y avait des gens qui ont cité des podcasts. Qu'est-ce qu'on avait ? On avait Alex qui nous disait podcast avec peu d'épisodes mais qui est très bien, User Story. On nous parlait d'un autre que je ne retrouve plus dans le chat, mais ça va me revenir. En tout cas, c'était écrit, je le trouve plus. Si c'était manueldias.fr, c'est pas produit, c'est plus entrepreneur et développement personnel. À voir, à suivre. Merci Diane, merci Christelle. On va boucler sur ce premier thème et on va passer à une petite section de transition. Et pour ça, je relance un nouveau jingle.
Et donc on est de retour. Donc en petite transition, j'ai une question pour vous deux. C'est quoi vos routines produits préférés? C'était pas facile à dire. Préféré? Ouais. Je sais pas si c'est une routine. Alors il y a 2 trucs que je fais régulièrement, presque tous les jours. La première, c'est de regarder. Je me suis construit des dashboards de santé de mes produits principaux et je vais juste regarder s'il n'y a pas un problème. Et donc ça, c'est mon premier truc. Et le deuxième, c'est dès qu'il y a une remontée utilisateur, un bug remonté, que peu importe, je vais regarder. En fait, on a un outil de replay de session et je peux cibler assez bien. Et en fait, suite à une session, je peux aller regarder ce qui s'est passé dans nos outils internes qui nous permettent de savoir. C'est hyper... c'est self-care dans le sens où n'importe qui peut accéder à aller voir ce qui s'est passé. Mais je découvre des trucs de fou sur nos produits qui ne marchent pas du tout comme on l'entendait. Et donc, quelque chose que j'aime bien, c'est d'aller creuser jusqu'à dans le détail de qu'est-ce qui s'est passé sur un sujet concret pour un user. Et en fait, ça me permet d'améliorer à coup de petites choses le produit au fur et à mesure. Et du coup, j'essaye de montrer aux autres comment je fais. Et je suis assez fière que les gens y prennent et qu'ils commencent à le faire de plus en plus. Tu parlais de dashboard, de replay de session. Tu utilises quels outils pour faire ça? Ouais, alors ça dépend. Les dashboards, ils sont en partie sur Power BI, quand en fait ils sont un peu faits de façon scalable par l'équipe Data Analyst. Et sinon, je me les crée moi sur Data Studio à partir de requêtes SQL faites sur nos bases. Et les replays de session, actuellement, on utilise Decibel, mais on a également Hotjar qu'on va commencer à utiliser dessus. Et pour toi, Diane? Et alors pour moi, nous on a un canal dans Teams. Bien sûr, on est chez Microsoft, donc on est dans Teams, qui est utilisé d'ailleurs par un nombre vraiment très impressionnant de personnes. Du coup, on a un canal dans Teams qui s'appelle Feedback, où en fait n'importe qui dans l'entreprise, les CS, les sales, peuvent remonter des feedbacks qu'ils ont eu des users, ou des clients, ou des prospects. Et donc ça, c'est vraiment une mine d'or, donc on les classe ensuite, mais le fait de pouvoir les voir au fur et à mesure, je trouve que c'est vraiment très, très, très cool au quotidien. Au moins une fois par semaine, en tout cas, je les lis, même si c'est pas directement moi qui les traite. Et ensuite, il y a une routine produit qu'on a. En fait, nos sprints durent 10 jours, donc du lundi au mercredi d'après. Et en fait, à chaque fin de sprint, on a une journée de release interne, parce que tout passe 2 semaines en interne avant de passer chez nos clients. Et en fait, ce jour-là, on a une démo. Donc, les 3 équipes dev vont montrer d'abord aux autres équipes ce qu'elles ont fait. On s'assure que c'est à peu près OK, puis ça permet de roder la démo pour toute la boîte. On fait une testing session. Où là, on a vraiment les consultants aussi qui viennent nous aider. Il y a pas que, il y a les devs, le produit, les consultants. On va tous tester des choses pour essayer de casser Upslide, essayer de tout casser, quoi. Et ensuite, on fait une démo à toute la boîte de qu'est-ce qui est nouveau dans le produit. Et le marketing fait une démo en même temps de qu'est-ce qui est nouveau sur le site web, comme les materials, etc. Et je trouve que c'est un moment qui est assez important. Voilà. Quand tu dis toute la boîte, c'est que toute la boîte est invitée pour les toute démos. La boîte est invitée pour la démo. Toute la boîte peut combien venir. De personnes On est 130 aujourd'hui. Et du coup, il y a des personnes dans 5 pays. Donc une partie à Paris et une partie... Donc tout est à distance et en remote. Et ça dure 30 minutes. Et vraiment, c'est très interactif, quoi. On montre les choses. Ensuite, on montre la page, le nouvel contenu, etc. C'est hyper intéressant. Je pense qu'on va t'inviter pour que tu nous expliques comment tu fais ça. Tu peux venir voir. Clairement. Faire un meet-up sur le sujet, je pense que ça peut être... aussi. Tu parlais de release en interne d'abord, c'est-à-dire que pendant un moment, c'est vous qui utilisez les features que vous avez réalisées. Ça dure combien de temps, ça? Ça dure 2 semaines. Alors en fait, en gros, Upside, donc c'est un ruban en plus dans PowerPoint, Excel, Word. Donc concrètement, tout le monde va avoir le ruban. Et en fait, toutes les 2 semaines, il va être mis à jour. Donc soit il y aura des améliorations, des nouveautés, etc. Et donc ça va forcément passer 2 semaines où c'est que nous qui nous en servons en interne avant de passer chez les clients. C'est, on va dire, un testing supplémentaire en plus du testing de sprint, du testing après, avant que ça passe. Et ça permet de détecter beaucoup de bugs, ça a une... Ouais, c'est pour ça qu'on le fait. Alors, l'objectif, c'est quand même qu'on ait tout détecté avant et que cette partie de release interne soit vraiment une sécurité inutile, mais ça nous est arrivé de détecter des enjeux de performance ou des choses qui avaient sur certains ordinateurs, et c'est vraiment super précieux, en fait, de pouvoir détecter ça avant que ça aille chez nos clients. Merci, c'était hyper intéressant, toutes ces routines. Elles sont assez similaires, hein, c'est bien, c'est garder aussi le contact. À croire qu'elles se connaissent, encore une fois. Garder le contact aussi avec les utilisateurs, même en étant head of product, c'est hyper important. Je sais pas si on le fait assez, mais on essaye. Je sais pas si on le fait de la même façon, parce que tu parlais de récolter les insights, d'avoir quelque chose de structuré, que derrière t'es les rangé. Je me disais waouh. Après, je pense que ça a l'air bien fait. C'est très différent, je pense, B2B et B2C.
On enchaîne sur notre deuxième sujet de la soirée, et donc jingle. Donc sur ce deuxième sujet, on va parler culture et valeurs d'entreprise, quelle incarnation par les équipes produits. Donc on remarque, c'est pas nouveau depuis plusieurs années que la majorité des entreprises posent des valeurs. Est-ce que vous pouvez nous donner les valeurs de vos boîtes ? Et donc chez Upside, c'est l'excellence, la confiance et le plaisir au travail. Et je ne sais pas si vous voulez que je détaille un petit peu plus. Si, bien sûr. Okay. Savoir ce qu'il y a derrière. Alors, ce qu'il y a derrière, donc, derrière l'excellence, c'est vraiment la simplicité, l'efficacité, la beauté aussi. Donc vraiment ça dans le produit, au support, dans le service, dans le déploiement, dans toutes les interactions que les clients vont avoir avec Upside en fait. L'excellence, c'est aussi quelque chose qui est très pragmatique, pas du tout perfectionniste, mais c'est aussi très adapté au milieu dans lequel on évolue. Upside, c'est un outil de productivité qui est utilisé au quotidien. Donc, c'est pas possible qu'il arrête de marcher quand il y a une présentation à terminer. Parfois, c'est des enjeux légaux, donc c'est vraiment impossible. La finance, qui est notre utilisateur historique, c'est aussi un monde très exigeant. Et donc, du coup, l'excellence, ça va bien avec ça. C'est pas possible d'avoir une erreur de chiffre. Donc, voilà. Ça se traduit par plein de choses en interne, mais je pourrais en parler un peu plus après. La deuxième, c'est la confiance. Qui est du coup, la confiance, c'est-à-dire vraiment avoir un cadre, et du coup, au milieu de ce cadre, pour avoir beaucoup d'autonomie pour tout le monde, pouvoir être fiable pour ses collègues, pour ses clients, etc. Et plaisir au travail, qui en fait était un petit peu étonnant la première fois qu'on me l'a dit. Je me suis dit vraiment, c'est une valeur de la boîte, c'est chouette, mais est-ce que c'est vrai ? Et oui, c'est vrai, et je pense que ça va beaucoup avec le fait d'avoir des projets intéressants, de grandir professionnellement, et aussi le fait d'avoir une certaine qualité de vie. Donc, les séminaires, c'est important, mais chez Upside, il y a des goûters une fois par semaine, le jeudi midi, je pense que, le jeudi à 16h30, pardon. Et je pense que ça va aussi avec le fait d'être self-funded, d'être autofinancé, pardon pour l'anglicisme, où du coup, l'objectif, c'est quand même de prendre le temps de faire les choses, de les faire bien et de grandir, mais à un rythme qui soit humain. Super réponse. Du coup, j'espère ne pas en oublier parce que nous, on en a 5. Et c'est un peu des hashtags. On les a partout sur les murs, etc. Donc, comme elles me viennent. La première, c'est faster is better. Et en fait, faster is better than perfect. Et donc là, on va chercher à itérer rapidement et apprendre rapidement et se planter très vite, plutôt que de préparer aux petits oignons quelque chose qui ne fonctionnera pas juste après. D'ailleurs, on la vit pas mal au quotidien. Je ne vais pas faire une anecdote sur chaque valeur parce qu'on ne va pas s'en sortir. Mais en fait, très souvent, on va arriver avec des écrans en production où on les a sortis vite, la fonctionnalité marche, parce que ça, c'est sûr, elle marche. On est bon là-dessus. Par contre, je regarde le wording et je fais waouh, on n'a pas été. Alors, du coup, excellent, c'était ça, je ne sais plus, mais. Pas toujours. Mais ça va vite. Ça, je ne peux pas dire. Des fois, on se dit ça, c'est important, et en fait. Le jour suivant ou 2 jours après, peu importe, on a livré une première solution à un problème qu'on pouvait avoir. Et d'ailleurs, c'est allé tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de se dire quelle est la meilleure solution. Mais c'est pas grave, en fait, on a déjà quelque chose et on a des retours. Et en fait, c'est assez data-driven parce qu'on sort quelque chose, on regarde les résultats, on regarde si ça répond au problème. D'ailleurs, on fait à ce moment-là des interviews utilisateurs, mais on ne va pas passer longtemps en amont. On va passer longtemps en post et itérer. Donc, les autres, rapidement. Donc, il y en a certaines qui sont liées au monde de la start-up et qui du coup sont hyper importants chez United, mais plus pour toute la boîte. Il y a Innovate or Die. Donc, franchement, changer tout le temps et améliorer constamment ce qu'on est en train de faire. Nos limites qui va avec. Donc, innove et tu n'es pas de limites vers là où tu veux aller. Donc ça, très start-up, scale-up, honnêtement. Et ça nous fait sortir des trucs improbables. Et des fois, on se dit, telle équipe fait ça, puis on écoute, on fait, mais jamais. Et en fait, si, ils le font et ça marche, et ça atteint son market fit ou son objectif qui pourtant semblait impossible. Et donc ça, c'est Innovate or Die, No Limit, Faster is Better. Et les 2 dernières, c'est très produit pour le coup, c'est Act as un entrepreneur. Donc, t'as un problème, c'est le tien. C'est ton problème en fait, et c'est pas le problème de la personne d'à côté, et tu le prends, et t'as un ownership dessus. Act as un entrepreneur, tu reconnais aussi tes erreurs en fait, et t'as pas peur, tu oses essayer, et tu oses te planter magistralement, mais au moins t'as essayé. Et en fait, on va beaucoup te reprocher le pas de proactivité, alors qu'on va beaucoup moins te reprocher le truc pas parfait ou complètement loupé. Et ensuite, la dernière, c'est Make It Simple, qui nous parle beaucoup en ce moment. C'est un produit qui pourrait être super complexe et qu'en fait est super simple. Et c'est tellement simple que des fois, on nous demande des trucs juste pour complexifier un peu parce que quand même, on se dit la même chose pour tout le monde. C'est un peu... et des fois, c'est pas génial, mais souvent, ça marche bien.
Et on fait un effort, et c'est un effort conscient et qui prend du temps au Skip Tech, au produit, mais même à beaucoup d'autres équipes, d'essayer de tout rendre le plus simple possible. Et en fait, c'est simple pour nous et c'est simple pour nos clients. Et des retours utilisateurs qu'on aime beaucoup, on fait des Trustpilot. Bon, c'est un peu marketing parce qu'on demande des Trustpilot à des gens à qui on a demandé l'argent. Donc, ils sont super contents. On leur a donné, en fait. Mais au-delà de ça, ils nous disent quand même, j'ai jamais vu, je m'attendais pas que ce soit super simple. Les équipes étaient géniales en plus. Donc, les interactions qu'ils ont eues avec nous étaient super positives. Et c'était rapide, simple et parfait. Et du coup, merci beaucoup, grand cœur. Et franchement, on est dans le crédit, c'est pas sexy le crédit, mais quand on voit les problèmes qu'on résout chez les clients et comment on les aide, et de façon responsable, parce que United répond à ça dans un monde qui n'est pas forcément. Et nous, on est là pour faire de façon responsable le crédit. Et ça, c'est vraiment... Ça fait plaisir aux jours les jours. Et ces valeurs-là, elles étaient là quand vous êtes arrivés, vous les avez vues apparaître, elles sont sorties d'où, elles sont sorties comment ? Moi, je pense... du coup, j'ai posé la question avant de venir, comme j'étais au courant de celle-là. En fait, à la base, je pense quand Upslide a été créé, les deux cofondateurs se sont dit « Ok, nous, on a envie de faire les choses bien, on a envie d'être transparents l'un envers l'autre, et on a envie que ça se passe, que ce soit sympa, quoi. » Et en fait, ça s'est infusé petit à petit, et ça a été formalisé un petit peu plus tard. 2016-2018, et en fait notre ancienne Head of Communication qui est devenue Head of People a mis en place ensuite beaucoup de choses qui ont vraiment fait vivre les valeurs et qui font qu'aujourd'hui c'est très important chez Upslide, notamment des formations par lesquelles tout le monde passe, et ça crée vraiment un cadre en fait de confiance et de travail. Ok, alors chez moi je sais pas du tout comment elles sont nées parce que je sais à peu près l'idée, comment ils le vendent, c'est ils sont mis entre Comex globalement au tout début, donc c'est peut-être les fondateurs, le Comex à l'époque, et ils se sont mis ensemble un week-end et ils ont réfléchi effectivement aux valeurs de l'entreprise. Par contre, je ne saurais pas dire si elles ont évolué. Ce que je sais, c'est que c'est les mêmes depuis que je suis arrivée, mais on se repose la question au séminaire régulièrement. Et là, les 500 ou 600 personnes de l'entreprise travaillent en fait à est-ce qu'on vit vraiment ces valeurs au quotidien et est-ce que c'est les bonnes. Donc c'est un travail qu'on fait régulièrement. Et la réponse, en fait, c'est oui, c'est vraiment des valeurs qui représentent United. Parmi d'autres, hein, mais celle-là marche bien en tout cas. Ça fait une bonne transition sur la question que je voulais vous poser après. C'est justement l'impact concret de ces valeurs dans le quotidien des équipes, dans vos équipes produits, comment elles les vivent. Alors, tu en as parlé un petit peu déjà, Christelle, tout à l'heure, mais voilà. Est-ce qu'elles sont incarnées ? Est-ce qu'elles sont bien diffusées, bien comprises et utilisées jusqu'au bout du produit ? Alors, je pense qu'un des critères de succès des valeurs qu'on a, c'est qu'en fait, ça repose sur une autre valeur ou quelque chose d'autre au sein d'United qui est la cohésion, en fait, l'esprit d'équipe qu'on a tous, l'esprit United, peu importe notre bienveillance les uns envers les autres, qui pour le coup n'est pas du tout cliché, c'est une réalité, mais on ne le met même pas dans les valeurs tellement ça nous semble, je ne sais pas si évident, mais incarné. Donc, en fait, oui, on vit ces valeurs au quotidien, mais on les vit au quotidien parce qu'on se repose en fait sur un ensemble sous-jacent d'esprit et de cohésion d'équipe qu'on a au sein de United. Et ensuite, est-ce qu'elles sont bien incarnées et comment on les vit ? C'était ça. Oui, c'est est-ce que dans le quotidien, dans l'impact quotidien que tes équipes produisent, est-ce que ça ressort, ça ressort, on se donne des feedbacks avec le hashtag ce feedback est relié à telle chose, et même en fait, on va se dire là, on a fait l'entretien annuel d'évaluation, donc on le fait tous les ans et on essaye de vraiment le faire pour réfléchir à notre adéquation avec le poste et avec United au global. Et dedans, une section hyper importante, c'est valeur par valeur. Comment, en tant que personne, on la vit, quelles ont été nos difficultés par rapport à elle et comment on peut s'améliorer dessus. Et vraiment, c'est un impact quotidien. Vraiment, ça va être, on voit un truc complexe, on répond « make it simple ». Ou « faster is better », genre on me dit « mais regarde, on n'a pas fini, on ne sait pas si ça va être parfait ». C'est pas grave, sors-le demain, on regarde les chiffres et on va décider si on continue d'investir dessus. Et vraiment, c'est un truc qu'on utilise. Et sur vos produits aussi, il y a cette démarche d'aligner les produits et valeurs. Tu as des exemples concrets de comment vous vous servez de ces valeurs-là Alors, j'ai des exemples un peu plus gros, de style on va innover et on va être les leaders en l'utilisation de l'open banking, donc la connexion à un compte bancaire d'un user pour avoir ses données bancaires en fait, et ses données de transaction dans le cadre du crédit. Donc ça, c'est un énorme pari qu'avait fait United. Donc ça, c'est au niveau de la boîte. Mais nous, au niveau du quotidien, en vrai, là, on avait J'en ai tellement que j'ai du mal à sélectionner. En vrai, c'est un peu dur. Sur le faster is better, c'est vraiment le truc, je pense, qu'on a. On livre beaucoup de changements en production qu'on va changer et qu'on va aller remonitorer. Et en fait, on a construit notre tech de façon à pouvoir très très vite aller en production et suivre.
Et donc en fait, on a un gros suivi, et d'ailleurs on râle beaucoup qu'on n'a pas de chiffres, mais c'est pas qu'on n'en a pas, c'est que pour une fois, on n'en a pas, donc on se retrouve à râler. Et on se retrouve à sortir des choses en production qui sont pas les bonnes du tout, qui correspondent pas finalement à comment l'user réagit en face. Et c'est pas grave parce qu'on n'a pas passé trop de temps dessus, et on change et on itère ou on laisse tomber. Hein. On a vu qu'on s'est planté, on a déjà investi, on arrête. Et l'autre façon de les vivre, c'est si on voit qu'il y a eu un manque, ou qu'on a, sur le faster et better toujours par exemple, hein, mais on a pris beaucoup de temps à réfléchir en amont sur quelque chose, puis on a pris beaucoup de temps à le développer, et ça sort et c'est pas bon, on se remet vraiment en question. On se dit pourquoi on s'est planté sur cette valeur en fait, et pourquoi on s'est planté sur ce truc-là, de la façon où justement United ne veut pas se planter, parce qu'il y a plein de façons de se planter, on se plante sur d'autres. Mais c'est vrai que quand on loupe un acte as entrepreneur, quand on loupe un make it simple, no limit, on y réfléchit derrière en fait. Et de ton côté, Diane ? Donc l'impact des valeurs dont je retiens l'Epic Produit. Je pense que la confiance, c'est vraiment important parce que du coup, chez Upside, l'équipe produit a vraiment l'ownership sur la roadmap et sur ce qu'on va faire, et vraiment toute la confiance de l'exco. Et chaque PM est vraiment autonome sur son scope, c'est lui qui va avoir la main et qui propose la roadmap. Ça, je pense que cette confiance, elle implique aussi pas mal de responsabilité dans la manière dont on va consulter les personnes, prendre en compte les commentaires, partager à toute la boîte derrière. Et je trouve que c'est quelque chose que je ressens vraiment au quotidien, cette confiance. Deuxième point, sur l'excellence, je pense qu'on a quand même un juste milieu toujours à trouver entre on veut itérer, mettre des choses en prod rapidement, et en même temps rester au niveau de tout ce qu'il y a aujourd'hui dans Upslide et avoir un niveau de qualité qui est celui qui est attendu par nos utilisateurs, qui globalement veulent que ça fonctionne, veulent que leur raccourci soit toujours fonctionnel. Bien et sûr. On préfère qu'on prenne moins de risques qu'on casse quelque chose, quoi. Donc c'est un vrai juste milieu à trouver là-dessus. Et après, plaisir au travail. En fait, du coup, à chaque fin de sprint, il y a 2 jours qui s'appellent Innovation Day, où l'équipe technique travaille vraiment sur ce qu'ils veulent, hors de la roadmap. Et donc c'est pour qu'ils puissent décider pendant 2 jours ce qu'ils font, et ça résulte sur des choses qui peuvent être assez intéressantes pour le produit. Donc là, récemment, il y a une équipe qui a voulu travailler sur DeepL, qui est de la traduction. En fait, faire en sorte que directement, via Upslide, vous puissiez copier vos slides et les traduire dans une autre langue, sans aller copier-coller votre texte ailleurs, que juste ça vous traduit directement en regardant la mise en forme. Et en fait, à la base, ils avaient juste envie de faire ça, et là on se dit en fait c'est intéressant, ça a l'air de bien marcher, peut-être qu'à terme on pourrait en faire quelque chose d'autre, quoi. Voilà, c'était des exemples concrets de ce que ça donne. Dans le premier sujet, on parlait recrutement, on a évoqué compétences, skills, oui. Et là on voit que les valeurs dans vos 2 entreprises, elles ont l'air omniprésentes. C'est des choses que vous testez, qui sont en toile de fond. Comment vous testez l'adéquation entre un candidat et vos valeurs ? Alors, c'est vraiment quelque chose auquel on fait attention sur tous les entretiens de recrutement. Et en fait, le premier entretien qu'avec les RH sont hyper formés à essayer de comprendre si la personne ne va pas matcher. En fait, on dit un fit, mais ce n'est pas un fit avec United. C'est une adéquation avec les valeurs qu'on cherche. Mais au-delà de ça, c'est dur. C'est assez difficile de savoir si ça va marcher. Et du coup, ce qu'on donne, c'est des exemples de moments où on a dû le vivre, et de dire voici comment on fonctionne, et est-ce que ça te parle, est-ce que c'est ok, ou est-ce que même ça te plaît. Et on voit aussi comment l'autre, on lui demande qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il aime bien au sein d'une entreprise, on voit si ça match. Un exemple très concret, c'est on a mis en place Notion, j'en ai parlé, je suis désolée, mais c'est parce que c'est récent, mais avant ça on a mis en place des releases, un release management. Ça fait 1 an et demi, on essaye de dire voici sur les prochains X semaines, prochains sprints, ce qu'on va réussir à faire en tant que boîte. Donc on peut peut-être le faire demain, et tant mieux, parce qu'on a fini nos objectifs de release qui étaient sans doute pas ambitieux. Nos limites égale ambition sur ce qu'on se fixe, donc non, on ne finit pas. Et on essaye de s'y tenir et de voir ce qui se fait. Donc énorme travail transverse au sein de la boîte pour avancer dessus. Et en fait, au début, on a commencé avec un Excel. Après, l'Excel a itéré et est devenu un Excel intelligent connecté à Power BI. Deuxième coup. Après... Upslide, du coup. Comment ? Un Excel intelligent, pas connecté à Upslide, si je comprends bien. Non, parce qu'on l'a pas, effectivement. Non, mais à Power BI, automatiquement, on a encore rechangé derrière en mettant Notion. Et là, en fait, tout le monde se dit, oui, on aurait pu faire des trucs parfaits dès le début. D'ailleurs, Notion, au début, c'était n'importe quoi. Et maintenant, c'est devenu structuré. Un peu plus, en tout cas, parce qu'on est encore en train d'itérer. Et en vrai, on a eu des gens qui sont arrivés chez nous et qui nous ont dit, mais ça va pas. Pourquoi vous n'avez pas réfléchi à comment vous voulez le faire avant de faire que tout le monde change et que tout le monde passe du temps sur 6 outils de suite, outils ou 6 façons de faire de suite. Et là, en fait, on continue d'itérer et d'améliorer. Et ça, c'est vraiment une façon de faire de United que si en tant que personne, tu as plutôt envie d'aller plus
travailler vers une boîte qui ne demande pas tout le temps de changer ou de te repositionner et que tu n'es pas à l'aise avec ça, c'est pas forcément quelque chose où tu vas pas forcément être bien chez United dessus. Et donc on essaye de détecter ça dès les entretiens, honnêtement. Diane, tu es plutôt en phase là-dessus, sur l'aspect recrutement et valeur? C'est des choses que vous testez? Ouais, c'est des choses qu'on teste. Alors en plus, Manon est très nouvelle Head of People et Andrea, la Talent Acquisition Manager, sont en train de bientôt poser ça noir sur blanc, mais on le fait. Je pense que nous, on le fait. Enfin, déjà, le fait que dans les process, il y ait plusieurs personnes qui se rencontrent les candidats, en général, au fur et à mesure, c'est souvent assez évident. Et les études de cas aussi souvent permettent de voir comment ça se passe concrètement en travaillant ensemble. C'est marrant parce que nous, les études de cas, autant on voit vraiment le skill technique, mais alors je suis pas... Pour moi, c'est dans l'humain et les discussions qui, justement, ils vont avoir, comme tu disais, avec pas mal de personnes, qu'on va détecter la valeur. Est-ce que tu arrives à le mettre dans l'étude? Non. En fait, quand je dis l'étude de cas, je pense que c'est plus... celle que j'ai en tête, en l'occurrence là, d'étude de cas, c'est une étude de cas que les candidats vont préparer chez eux, qui vont nous présenter. Et donc, en fait, c'est un échange. Donc, je mets pas que la partie écrite. Okay. Après, je vais quand même voir dans la partie écrite, est-ce que tout est bien carré, tu as la valeur d'expérience, tu vas quand même voir à ce moment-là. Sur la confiance, c'est dans les échanges en live, est-ce qu'il y a de la transparence, est-ce qu'il va te dire s'il a des difficultés, et sur plaisir au travail, c'est est-ce que c'est sympa en fait, est-ce que c'est agréable de travailler ensemble. Donc c'était plus à ce sens-là. Ouais. Et d'ailleurs, dans certaines entreprises, je sens que les valeurs sont fortes chez vous, on voit souvent des valeurs un peu trop bateau ou carrément paillettes. Voilà, c'est quand même un vaste débat là-dessus. Et pour vous, c'est quoi bien choisir une valeur, en fait, bien la définir? Comment est-ce que vous y prendriez si vous deviez le faire, l'exercice? Alors, ça, c'est un truc auquel j'ai pas mal réfléchi, parce que je pense que les 3 boîtes où j'ai bossé depuis que je suis sortie d'école avaient des valeurs assez fortes à chaque fois, et je trouve plutôt bien choisies et plutôt cohérentes à chaque fois. Pour moi, ce qui est important, c'est que ce soit cohérent avec ce qui se passe vraiment dans la boîte et les comportements qui sont vraiment observés. Et la deuxième chose, c'est que ce soit cohérent avec le cœur de métier et avec l'environnement de l'entreprise. Et du coup, les 2 exemples que j'ai là-dessus, ou 3, j'ai besoin, du coup, chez Upslide, la partie excellence, quand on est dans un écosystème qui est le conseil financier, la banque d'affaires, en fait, c'est des mondes où c'est là de base, donc on s'inscrit vraiment bien là-dedans. Pareil pour la confiance, en fait, les chiffres, etc., ils peuvent pas être faux, donc c'est hyper important. Et là où je bossais en sortant d'école, c'est Théodo, qui est une entreprise qui développe des applications web et mobiles pour des startups et des grands groupes, donc c'est un modèle de conseil et d'agence. Une des valeurs phares, c'était l'envie de progresser. Et pour une entreprise dont le business model, c'est en fait de vendre des personnes, c'est vrai que c'est quelque chose qui va être hyper clé, le fait que les personnes elles-mêmes progressent. Alors, souvent, en fait, je veux dire, l'excellence, apprendre rapidement, ça peut sembler pareil, mais je trouve que la formulation a vraiment un impact et est vraiment adaptée à l'écosystème de l'entreprise. Et le troisième, c'est quand je travaillais chez Agriconomie, qui est une entreprise de e-commerce pour les agriculteurs. Ça, c'était un secteur qui était assez difficile. Il n'y avait aucune transparence sur les prix pour les agriculteurs. Les COP verrouillaient vraiment les prix. Ils n'avaient pas forcément envie qu'il y ait un nouvel acteur qui, en plus, livre avec un site en ligne. Donc, il y avait vraiment pas mal de... c'était très difficile comme environnement. Et une des valeurs, c'était fighting spirit. Et en fait, dans cet environnement et dans le secteur, etc., je trouve que c'était quelque chose qui faisait complètement sens et qui était aligné avec ce que vit vraiment l'entreprise. Ouais, je pense que j'allais un peu répondre dans le même axe. Il y a 2 choses pour bien choisir des valeurs. La première, c'est que ça soit en correspondance avec vos équipes. Ça ne sert à rien de prendre une valeur que les équipes ne vont pas du tout représenter. Enfin, ça sert à rien. Peut-être que ça sert pour les faire changer, mais ça va être difficile. Et la deuxième, donc on choisit des valeurs en concordance, mais là, il y en a plein. Et en fait, il faut prendre celles qui sont des axes différenciants sur lesquels on veut s'appuyer pour aller remplir la vision ou les objectifs de l'entreprise. Et là, comme tu disais, le contexte de la boîte joue énormément. Si on est une boîte B2B, probablement qu'il faut une écoute de la part des... Bon, ça dépend encore quel type de boîte de type B2B, donc de la part de ses stakeholders. Si c'est sur du B2C contre des mastodontes comme nous dans le crédit, finalement, effectivement, il faut juste innover parce que si tu es innovant, tu seras différencié sur le marché. Et donc c'est un peu la concordance entre les 2 axes de qu'est-ce qu'on veut travailler dans nos équipes. Parce qu'en fait, il faut des valeurs, mais il faut les travailler, il faut qu'elles aient du sens et qu'elles permettent de faire des choix au quotidien ou de savoir comment réagir face à une situation ou de se dire « Ok, c'est pas la bonne, c'est pas la situation rêvée dans laquelle j'aimerais être, mais
j'ai confiance que ça va aller mieux parce que telle et telle chose qui en fait font partie des valeurs. Et est-ce que vous avez déjà vécu des dissonances en étant dans l'expérience sans cité d'entreprise, des moments où il y avait une valeur que vous, de votre point de vue, n'était pas du tout incarnée ou pire, contre laquelle on allait totalement dans toutes les actions Ouais, clairement, en fait, chez United, on a ce cycle où on innove sur des trucs qui ne scalent pas, et donc on essaye beaucoup de choses, puis on trouve la bonne, et celle-là, on la rentre dans la plateforme. Et à un moment, en fait, on avait beaucoup de projets qu'on appelait custom ou enterprise, parce qu'on était en fait en train de trouver notre market fit via du B2B, B2C, sur des très très gros acteurs. C'est des boîtes de GAFA, il fallait qu'on sorte des grosses boîtes de télécom en France, ou à l'étranger d'ailleurs, et il fallait qu'on sorte des produits parfaits. C'était les produits, mais pas pour les clients United, c'était ça qui était hyper frustrant. C'était des produits pour les clients B2B qu'on avait, donc qui franchement avaient leur mot à dire, et donc c'était tout un travail avec des équipes qui étaient super fortes de delivery et de sales. Donc on avait conçu le produit, mais on avait un delivery peut-être d'1 an dessus, et donc là le product management en lui-même, on n'innovait pas. On avait 70% de la roadmap tech qui était sur des sujets qu'on appelait custom, qui en fait ont à long terme beaucoup apporté à la boîte. Et en fait le truc c'est que peut-être que c'était pas dans le make it simple, mais c'était lié avec une autre valeur qui était innovée. Et en fait, on a changé complètement la tech de United grâce à ces projets. Et on a vraiment, vraiment innové. Et c'est ça notre facteur de différenciation. Comment on l'a créé aujourd'hui, hein, là où on est bon, c'est grâce en fait notamment à ces deals. Mais sur le coup, c'est pas facile à vivre en tant que PM quand 70 ou 80% de tes équipes sont sur un projet cycle en V quasiment. Ouais. Et à côté de ça, le reste c'est du run, hein, donc des toutes petites demandes où t'as pas trop de valeur ajoutée. Faut un peu de résilience et d'adéquation avec pourquoi on fait ça. Diane, un cas à partager de dissonance J'ai pas de cas à partager. Après, je pense que c'est... Pour le coup, chez Upslide, je trouve que c'était vraiment très cohérent. Je suis toujours impressionnée après 3 ans de la cohérence et de la rapidité avec laquelle, s'il y a quelque chose qui dévie, c'est corrigé quand c'est identifié. Après, je pense que de manière générale, en fait, dans une entreprise, souvent ce qu'on voit, c'est vraiment son quotidien, c'est quelques personnes autour de soi. Donc, je pense que ça peut facilement arriver dans des entreprises qu'en fait, il y ait des moments où en fait, dans l'ensemble, l'entreprise est vraiment en phase avec ses valeurs, mais en fait, il suffit qu'il y ait une équipe et un endroit où ce soit moins le cas. Je pense que ça va très vite pour que certaines personnes aient l'impression que c'est pas du tout adapté et que c'est dissonant avec les valeurs, quoi. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de les corriger hyper rapidement quand c'est identifié. Et que ça repose sur le fait que toutes les personnes soient le plus sensibilisées possible, et que dès qu'il y a quelque chose où on se dit non mais là vraiment on pense qu'il y a un problème et que ça ne fit pas, que ce soit remonté et traité très rapidement. Je pense que c'est difficile à vivre, quoi. Voilà. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce que les valeurs, quand on passe d'une start-up à une scale-up, ou entre une start-up et une scale-up, vous les trouvez différentes? Alors, ça a déjà donné un petit bout de réponse tout à l'heure, Christelle, mais... C'est des questions qu'on peut se poser. En grossissant, d'un coup, ces valeurs, qu'est-ce qu'elles deviennent? Comment elles se transforment? Où est-ce qu'on va? Alors, oui, mais pour moi, l'axe, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, est vraiment sur le market fit, ou la demande, où est-ce qu'on en est face à notre marché, et du coup, est-ce que le marché, comment on veut l'adresser? Et du coup, peut-être qu'en fait, en passant de start-up à scale-up, on est passé de faire plein de choses et trouver la bonne chose, le bon partenaire, le bon channel de distribution de son produit sur lequel on veut avancer. Et du coup, là, on aura beaucoup de travail sur aller vite, ne pas être comme les autres, trouver les bonnes personnes avec qui avancer aussi, les personnes en équipe. Et puis la scale-up, là, c'est réussir à continuer à faire ça et continuer à avoir en fait cet esprit d'innovance, ne pas devenir super lent, lourd, alors même qu'on a beaucoup grossi à toute vitesse, et du coup réussir à maintenir en fait une cohésion. Du coup, je pense que la valeur ne change pas, mais ce qui a changé chez United, c'est ce qu'on a mis dedans. Et en fait, on a des explications hyper claires. D'ailleurs, ils viennent de les partager sur LinkedIn. C'était génial pour préparer ce sujet valeur. Mais on a retravaillé au sein de chaque valeur qu'est-ce qu'on voulait dire dedans. Et la même valeur, en fait, make it simple, ne veut pas dire forcément la même chose quand on était 100 que quand maintenant on est 500, en fait. Et pour toi, Diane? Moi, je suis alignée. Je pense que les valeurs, c'est toujours les mêmes. Enfin, en tout cas, chez Upside, maintenant, on est 130, donc c'est quand même beaucoup moins, je pense. Mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal. Mais je pense que c'est toujours les mêmes que quand moi je suis arrivée et que celles que je ressens depuis le début. Après, c'est vrai que ce qu'on met derrière, ça change. Et je pense que les exemples concrets qu'on donne aussi, ça va changer. Maintenant, on a aussi Notion chez Upslide.
depuis très longtemps d'ailleurs. Enfin, j'ai pas connu Upside sans. Et maintenant, on a des exemples concrets de qu'est-ce que c'est ces valeurs. Par exemple, pour des équipes client-facing, ça peut être ça peut être ok, ça veut dire qu'on va répondre à un client dans la journée, même si on lui dit qu'on reviendra pour lui répondre en détail plus tard, mais qu'on n'a qu'une réception, de toujours faire revoir ses livrables par un pair. Enfin, il va y avoir des exemples concrets qui vont être ajoutés au fur et à mesure que l'équipe grandit et qu'il y a plus besoin d'expliciter ce que c'est. Oui, ça permet de pas les perdre dans le temps. Exactement, c'est plus d'onboarder tous les nouveaux aussi, voilà, c'est ça. Exactement, ou d'expliciter aussi, ok, plaisir au travail, qu'est-ce que c'est. Ça passe aussi par les feedbacks fréquents et les feedbacks positifs qui ont énormément de poids. On veut vraiment favoriser ça. Donc en fait, je pense que c'est plus explicité et plus concret pour que ce soit plus simple à partager, avec plus de monde et surtout d'autres pays. Enfin, je pense que la culture aussi et la garder dans d'autres bureaux, c'est un enjeu. La garder et l'améliorer grâce à ce qu'on voit dans d'autres pays. En vrai, nous, on a appris à chaque nouveau pays qu'on a lancé des façons de faire, d'une façon différente de vivre ce qu'est United. Et en fait, c'est hyper enrichissant là-dessus. On a une équipe produit qui est plutôt centrale, mais on a des stakeholders un peu partout. Et franchement, ça, c'est vrai que ça change. Est-ce que vous avez des exemples très concrets où un jour les valeurs elles vous ont aidé à sauver la situation, à faire un produit encore meilleur, des success stories qui mettent au cœur au devant de la scène vos valeurs? Un truc qui a marqué la boîte, ouais. J'ai quelques exemples. Non, mais je sais pas si c'est quelque chose qui a marqué la boîte. Après, j'ai quelques exemples concrets, mais non, mais je pense que par exemple chez Upside, le support, je crois que c'est 95% des tickets qui sont traités en moins d'1 heure est résolu, et le taux de satisfaction, il est je voudrais pas dire de bêtises, mais 4,9 sur 5, c'est vraiment très très haut. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est hyper important et qui est assez représentatif de ce qu'on vise et du niveau premium qu'on cherche à maintenir sur Upside et pour nos clients. Et après, au produit, notamment le fameux Slide Converter, Smart Painter, ça c'est une autre chose. Le fameux Smart Painter que j'ai évoqué, qui est vraiment très pratique, il avait une UX qui commençait à être un petit peu vieillissante. Et en soi, personne ne nous demandait de l'améliorer. Les users, ils s'en servaient, ça allait. Je me suis dit, non, ça c'est plus au standard actuel. Donc, on veut rester, d'un point de vue design, cohérent avec l'image qu'on veut avoir. Donc, on va le faire évoluer, quoi. Donc, je sais pas si c'est game changer, mais c'est plutôt... en tout cas, ça va driver des choses qu'on va décider de faire parce que c'est nécessaire de prendre un step dans l'avance, quoi. Ouais, alors je pense que j'ai beaucoup d'exemples. Sur le Make It Simple, là, dernièrement, on a eu des conversations assez... c'est pas difficile, mais on a dû convaincre de dire, OK, on a 18 façons différentes de faire un crédit parce qu'on n'a pas fait simple. Et du coup, on va tout remettre sur une seule façon qui va pas être la meilleure pour tous, mais qui va être la meilleure à long terme, parce que je ne vais pas avoir 40% du temps de mes équipes tech en run, et qu'on va pouvoir derrière optimiser. Et en plus, chaque optimisation et nouvelle feature va être disponible pour tous mes utilisateurs. Et donc, ça, c'était vraiment un truc Make It Simple avec des conversations assez difficiles. En plus, avec des choix, il faut amener tout le monde vers une façon de faire. Donc, ils ne sont jamais forcément parfaits, mais surtout, ils ne sont pas explicités. On ne va pas tester pour tout le monde qu'est-ce que ça donne. On va dire, voici la façon de faire, et on regarde ce que ça donne. Donc ça, on a beaucoup travaillé en fait effectivement la scalabilité de notre plateforme dernièrement et les choix produits forts qui vont avec. Donc je pense à un exemple concret en ce moment où on essaye de vraiment simplifier au max notre produit. Et un autre qui est plus un exemple de groupe. Donc là, il y a eu le changement de paradigme financier qui fait que les scale-up, il ne fallait plus qu'elles grandissent. Donc on s'est dit, OK, on va faire de la GMV, on va grandir à fond. Et ben non, on va devenir profitable. Et on va l'être, et d'ailleurs... Bon, je dirais pas on l'est, mais on est vraiment pas très loin. Et on va l'être parce qu'on va complètement changer là où on allait. Et du coup... un pivot Non, c'était pas un pivot parce qu'en fait, on a coupé des canaux marketing. Donc en fait, on a volontairement réduit une partie de notre production. Donc en fait, si on veut doubler de taille demain en termes de user et crédit financier, on peut. D'ailleurs, on continue de grandir beaucoup. On grandit juste moins que ce qu'on avait prévu. Par contre, les projets qu'on fait ou la façon dont on les traite et même notre roadmap en fait a été complètement affectée à mi-année. On a dit on allait été sur le point de gagner des gros deals sur des pays où on voulait investir, des choses comme ça. On a dit tout ça, on a bien travaillé dessus, c'est génial, mais en fait non. Et faut toute l'équipe et toute la boîte, et là ils ont fait un travail incroyable, les fondateurs en fait, d'expliquer ça à tout le monde, d'expliquer pourquoi on a
pas pivoter, mais changer de stratégie. Où est-ce qu'on va et qu'est-ce que ça va impacter au quotidien? En fait, ça a été hyper bien vécu. Et donc, c'est un peu un non-événement. Il n'y a pas eu de problème, alors même qu'en fait, on a vraiment changé la strate de la boîte en fin d'année, cours d'année. Et bon, ça s'est super bien passé, forcément. Maintenant, on le dit, mais c'était pas du tout gagné à l'époque. Hyper intéressant. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir un discours super positif sur les valeurs. On voit que en tout cas dans vos entreprises, elles sont véritablement incarnées. Et on voit que c'est un vecteur de valeur pour vous. Ça vous aide dans votre travail au quotidien. Dans le chat, n'hésitez pas à partager. On sait qu'il y a des cas qui sont moins positifs. On parlait un peu des valeurs paillettes. On l'a tous vécu, des valeurs un peu passe-partout et surtout pas incarnées. Et c'est dommage. Ce sont des super exemples. On aurait envie de continuer à parler de ce sujet pendant des heures, mais la régie nous fait des signes, on va devoir faire la transition et on va faire la transition tout de suite vers le sponsor de cette saison de l'After Produit, notre sponsor Product Board. Petite vidéo de présentation. We've always been inspired by those who genuinely care about making products that matter. They've shown us it's excellent products that make excellent companies, and we believe the product managers behind them deserve a dedicated system to support their critical work. Yet for far too long, product teams have been stuck with a jumble of tools. They're flooded with user feedback, but struggle to capture it all in one place, so they risk missing opportunities. With no system of their own for managing their feature ideas, product teams live out of an issue tracker, so they're losing the big picture. Spreadsheets lack structure and make feature prioritization a black box. And product roadmaps made in PowerPoint? They're outdated the moment they're shared. So, what's the alternative? We need to replace all those disconnected tools with one system, a system of record for product management, a system that automatically consolidates all that valuable feedback floating around in other tools, so your product team can prioritize the features customers really need. A system that offers a holistic view of all your feature ideas, standardizes prioritization, and ensures product objectives support company goals. A system that provides dynamic roadmaps that can be tailored for different audiences, yet always stay up to date, so everyone is aligned around what's getting built next and why. And a system that integrates with the solutions you're already using to keep everything in sync and improve your existing workflows. Just like CRMs brought sales into the modern era, we believe product management systems like Product Board will do the same for product. They're helping us reimagine how we build the products of tomorrow, and they'll help your organization make products that truly matter to your customers. We can't wait to see what you decide to build next. C'est maintenant l'heure de l'Happy Hour pour clore cet épisode de l'After Produit. Est-ce que vous connaissez le Burger Quiz, toutes les deux? Ouais, je vois un burger dans la main. Diane a préparé celui de mon mari à l'époque. Super, que je vais vous tendre. D'accord. L'idée de cette Happy Hour, c'est on va jouer à un petit poivre et sel. Donc le poivre et sel, je rappelle les règles, hein, c'est donc A, B ou les deux, sur un thème. Okay. Vous voyez, c'est bon pour vous? On répond A, B ou les deux. A, B ou les deux. Allez, je commence avec le premier. Et on fait quoi du burger, pardon? Ah oui, pardon. Donc rapidité, vous saisissez si vous avez la réponse. Vous appuyez sur le burger comme je l'ai fait. C'est le premier qui attrape et qui fait poète. Mais pas trop d'accord. On aurait dû inviter Alain Chabat. On aurait pu inviter Alain Chabat, mais donc, le premier qui attrape et qui fait poète a le droit de réponse. Donc ne hurlez pas les réponses. Vous êtes prêtes? On n'a pas la lumière qui fait peur, on n'a rien. Non. Il y avait un jingle. Est-ce qu'on lance le jingle maintenant? Allez, on va lancer le jingle maintenant. C'est parti. OKR, K2R ou les deux? Permet d'avoir d'excellents résultats. Permet d'avoir... On n'a même pas fait que c'est pas. Oui. Alors, OKR, K2R ou les deux? Permet d'avoir d'excellents résultats. je connais pas K2R, c'est facile de se mettre OKR du coup. Qui permet d'avoir des excellents résultats. K2R qui reset. Eh ben non. Non, c'était les deux. K2R, c'est un produit d'entretien qui permet de tout nettoyer, donc ça les permet taches d'avoir sur les des résultats vêtements. parfaits. Ah oui, Ah d'accord, oui. on est parlant. Mais Ah là, ben on non, prend mais des trucs c'est fait pas maison, K2R. parce qu'on est dans l'écolo. Vinaigre blanc. Ça nous fait un point pour Diane, du coup, qui a une mauvaise réponse d'un côté. C'est bien de rien faire.
Je continue. OKR, K2R ou les deux a été créé en 1959. C'est oui, non. Bon, c'est les deux. Ouais, c'était Allez, pas loin, bien joué. mais non, c'était le K2R. Effectivement, les OKR ont quand même plus de 50 ans, mais c'était pas 1959. Donc un point partout. Un point partout. Faut pas répondre. Ne rien faire. OKR, K2R ou les deux est simple d'utilisation, mais demande pas mal d'essais pour bien l'utiliser. Alors, j'ai envie de dire, c'est plutôt simple d'utiliser un produit d'entretien. Je suis pas sûre que les OKR soient super simples. En tout cas, clairement, ils demandent pas mal d'itérations pour y arriver. Oui. Du coup, j'ai envie de dire que peut-être le produit d'entretien, mais pas les OKR. Bah oui, c'est une bonne réponse. Allez, je vous en fais une petite dernière. OKR, K2R ou les deux peut être utilisé avec un mode d'emploi. C'est quoi le mode d'emploi des OKR? Et du coup, aucun des deux ne peut être utilisé avec un mode d'emploi. Allez, on l'accepte. On peut l'accepter. On visait plutôt les deux parce que c'est quand même mieux de suivre une petite consigne. K2R, on a tous fait un trou dans nos vêtements un jour en l'utilisant en frottant un peu trop fort. Mais on va accepter la réponse quand même parce qu'on est gentil. Les OKR avec un mode d'emploi, c'est un peu Bah, il vaut mieux le tricky quand même. définir, le Ouais, mode d'emploi, ouais. je pense. On s'entend une deuxième? On tente Allez, une deuxième série. d'accord. Deuxième On va thème. plus au taquet parce que celle-là, elle était dure. Deuxième thème. Épique, au sens backlog. Épique, au sens histoire, ou les deux. C'est clair pour vous? D'accord. Très clair. Épique ou les deux. Donc il faudra être clair dans votre réponse, savoir ce que vous voulez dire quand vous répondez épique. Premier point. Épique, épique ou les deux vient du latin epicus. Mais non. Épique au sens des histoires, ça vient du latin. Mais c'est la bonne réponse, c'était les deux. En fait, dans les deux cas, ça vient du latin épique. Et pour l'anecdote, on l'oublie trop souvent et je le rappelle toujours en formation, en français, on est censé traduire épique par épopée, qui est la traduction officielle. énorme. C'est un mot qui me fait toujours rire, qui n'est jamais utilisé, mais c'est le mot officiel. C'est Épopée. probablement nos amis québécois qui nous ont dû imposer ça. Ils aiment bien nous imposer des mots francisés, alors que épique existe. Alors l'adjectif épique, mais pas le mot, c'est peut-être pour cela. Deuxième question, épique, épique ou les deux, souvent mal orthographiés. Les deux. Oui, les deux, effectivement. On voit passer des fois des épiques avec un K. Peut-être que c'est plus sexy, ça donne un côté racine grecque, alors que non, on a dit que c'était une racine latine. Donc pas du tout. Troisième question, épique, épique ou les deux représentent un besoin fonctionnel de haut niveau. Que le épique au sens produit. C'est une bonne réponse, il n'y a pas que des pièges, hein, on fait pas... Ouais, c'est ce que on j'allais me cherche dire. pas à Je vous cherche un peu piéger. le épique de Trop simple, fonctionnel. C'était suspect quand même. Quatrième point est lié à des histoires d'utilisateurs. Épique, épique ou les deux? Les deux, hein. Oui, les deux, je crois qu'on peut sans trop hésiter attribuer les deux, même si quand on parle de user story, on est plutôt au côté domaine du produit et de notre quotidien dans nos backlogs. On acceptait évidemment les deux réponses. Elles peuvent être épiques, hein, les USD. Et les US sont parfois épiques et c'est pas très bon signe des fois, souvent. Dernière, épique, épique ou les deux, a la bonne orthographe d'une compagnie de jeux vidéo. Studio de jeux vidéo qui s'appelle Epic. Alors c'est sûr, au moins un des deux. Ah mais lequel? Ça marche pas au moins de Je deux. dirais Epic, EPIC, ça doit être une compagnie de jeux vidéo. Eh oui, c'est une bonne réponse. C'est celle qui est à l'origine du jeu Fortnite. C'est oui. une bonne réponse. J'ai totalement perdu le suivi des scores. Donc on va dire qu'il y a une égalité parfaite, ce qui va nous permettre de faire une troisième, voire une quatrième série ce soir. On a des candidates motivées. Tu enchaînes? J'enchaîne. Rice, donc Rice, la méthode que nous connaissons bien. Le riz ou les deux. Donc rice, riz ou les deux. Peut être consommé. Le riz. Oui, c'est une bonne réponse. Effectivement. Rice, riz ou les deux est un outil qui permet de prioriser. Plutôt le rice. J'ai pas encore priorisé avec des grains de riz. Bah, On peut essayer. on peut essayer, mais je suis pas sûre. Rice, riz ou les deux veut dire la même chose en anglais et en français.
Je joue au Scrabble en ligne en ce moment. Ma vie très drôle. Mais du coup, à mon avis, RICE, je suis pas sûre que ça existe en français. RICE. Ouais, c'est un peu le côté équivoque de cette question-là. Je me posais la même question. Dans quel sens fallait la prendre? On accepte toutes les réponses. Voilà. C'est un jeu fair play. Il n'y a aucun enjeu. Donc, depuis qu'on sait qu'Alain Chabat ne viendra pas ce soir. J'ai des infos dans le. Non. Je suis fan, hein, tu sais. Bah oui, je sais bien. Mais je vais te faire sursauter quand il va ouvrir la porte. Rice, riz ou les deux doit être calculé pour obtenir un score. Rice. C'est une bonne réponse. T'as pas forcément. Et une petite dernière, rice, riz ou les deux nécessitent de l'effort avant de le consommer. Aucun des deux. Le rice, c'est plutôt simple comme méthode de priorisation. Je sais pas si je serais d'accord là-dessus. Pour nous, c'est la partie fun de la fin. En fait, quand on commence à faire, qu'on essaie de ranger, c'est plutôt high level. Le rice chez nous, ça reste des notes qu'on donne au niveau des différents critères qu'on veut évaluer, mais qui vont être, je dirais pas attribués au W, attribués en comparant d'autres choses. Donc c'est presque, non, c'est pas une priorisation au W du tout, mais c'est assez facile. On peut se mettre d'accord avec des key stakeholders en fait sur les niveaux qu'on attribue à chacun, qui nous permettent de choisir entre des sujets. Et on n'est pas en train de dire ça va porter plus 3,5% de plift sur tel sujet particulier parce qu'on a toute une étude en amont qui est faite. Oui, je trouve que le RICE, ça demande beaucoup d'informations en amont. Donc ça marche pour prioriser quand tu as déjà beaucoup d'informations sur tous les différents éléments, ce qui n'est pas toujours le cas. Et l'autre biais, mais je pense que tu l'as dit un petit peu, c'est que tu mets quand même souvent un petit peu ce que tu veux sur les chiffres. Et donc parfois, tu peux quand même faire dire ce que tu veux au RICE en fonction de ce que tu as mis comme chiffre dedans. Ouais, et en fait, tu mets surtout un poids que tu as envie et qui correspond à un peu ce que tu vas voir à la fin. Donc c'est pas très... Un peu biaisé. Ça peut biaiser. En fait, en tant que PM, tu peux complètement biaiser le RICE si tu as envie et que tu n'as pas... Complètement. En fait, si entre le poids que tu as voulu en amont et le résultat, tu dis non, il est pas bon, et tu commences à jouer, tu peux faire un peu ce que tu veux. Je crois que dans l'histoire de l'émission, il n'y a jamais eu une réponse aussi sérieuse à une question. Je suis assez bluffé. C'était terminé les sérieuses, pardon. On est passionnés, on l'a dit. On reste dans le thème avec une dernière série, rétrospective, rétro-planning ou les deux. Première question, rétrospective, rétro-planning ou les deux permet de voir avec l'équipe ce qui s'est bien ou mal passé et d'en tirer des actions. Rétrospective. La rétro. C'est une bonne réponse. Deuxième question, rétrospective, rétro-planning ou les deux permet de faire un bilan de sa vie, son œuvre. Aucun. On acceptait la rétrospective, faire une rétrospective de sa vie, c'est pas mal aussi. Sa vie, son œuvre. On peut aller voir son psy, on peut écrire une biographie, ça marche aussi, mais on a accepté la rétro pour ce point-là. Rétrospective, rétro-planning ou les deux, planification se basant sur la date de fin prévue d'un plan et donc totalement agile. Shotgun. Rétro-planning. Oui, et il y avait plein d'ironie bien sûr dans l'intitulé de cette question. Rétrospective, rétro-planning ou les deux fait partie des cérémonies Scrum. Rétrospective. Ouais. J'ai pas encore de Scrum rétro-planning, ça serait assez drôle de proposer ça un jour à une équipe. C'est une bonne réponse. Petite dernière, rétrospective, rétro-planning ou les deux. On a le mot rétro dedans, mais ça veut pas dire vintage. Les deux. Rétro-planning, c'est une petite connotation ancienne quand même. Rétro-planning, ça dépend ce qu'on veut. Si c'est un objectif qu'on veut atteindre, et donc ça dépend ce qu'on veut. Mais voilà. On a souvent quand même des rétro-planning à faire chez nous, et pourtant on n'est pas du tout dans l'ancien. C'est vrai. Chez soi, on fait des rétro-planning. Ça arrive. Pas très fort, mais au moins pour pouvoir dire quand est-ce qu'on sort. Ou se dire est-ce que la due date qu'on s'engageait avec nos clients, c'est viable. C'est mieux. Merci pour ce petit instant de détente et de jeu. Merci d'être venu dans cette émission. Jusqu'à preuve du contraire, vous avez survécu. On vous libérera en vie. C'était notre contrat de départ ou notre engagement. J'espère que ça s'est bien passé. Vous l'avez bien vécu. Franchement, merci à vous d'organiser ça. Bon, c'est un peu une cérémonie des Oscars, mais non, c'était super top. Et franchement, cool. Je pense je suis hyper impressionnée des réponses de Diane. Et du coup, j'espère qu'on a intéressé nos téléspectateurs, écouteurs Twitchers. Est-ce que vous avez un petit message final, une requête à faire passer à l'antenne, comme on disait ? Ah ouais, carrément. On recrute sur un poste hyper intéressant chez United en ce moment. Si jamais vous pouvez mettre le lien sur un poste de senior PM sur toute la credit demand, donc responsable de comment on fait à la fois du paiement ou du crédit conso dans les 5 pays en Europe et de l'idée en fait les teams qui s'en occupent avec leurs PO et donc de bien à dire dans quelle direction on va et pourquoi ça répond aux objectifs de la boîte.
Donc surtout, n'hésitez pas à postuler sur cette annonce et d'autres. Hein. On a tout plein de trucs ouverts chez United. Donc ça recrute. Ouais, globalement. C'est plutôt une bonne nouvelle. Diane. Et ben, merci aussi, parce que moi, c'est Christelle qui m'a proposé de venir et c'était un petit peu short notice et je suis vraiment contente de l'avoir fait, c'était très, très sympa. Donc merci à vous d'organiser tout ça. Le message, nous aussi on recrute. En ce moment, on a un poste de Senior Product Marketing Manager ouvert et on va bientôt ouvrir un rôle de Product Designer. Donc pareil, vous pouvez aller voir sur le site. Et ce sera dans le chat, je pense. Et comme on a beaucoup parlé de Notion, moi, il y a dans Notion un truc qui m'embête beaucoup au quotidien, qui est que je trouve que les notifications sont pas assez bien gérées. Donc j'aimerais bien pouvoir voir c'est un message d'un à Notion, côté. du coup. C'est un message Alors c'est un message à Notion, mais ça je l'ai déjà envoyé en direct parce que culture du feedback, tout ça. Donc je l'aurais déjà fait. Je sais qu'il y a d'autres gens qui me le demandent, mais si vous aussi ça vous embête, n'hésitez pas à leur dire, comme ça résoudra le problème plus vite pour tout le monde. Alors Voilà. on a d'autres priorités qu'on a déjà demandé à Notion de notre côté, mais on se donnera des pouces. Parce que moi j'ai pas beaucoup de mails, mais j'ai beaucoup de notifications. Ah oui, je suis assez d'accord avec toi. Je suis d'accord. Les deux, j'ai gagné. Il nous reste à conclure cette émission. Encore une fois, un grand merci à vous deux, Diane et Christelle. Je pense qu'il y a eu plein de petits tips donnés, d'insights donnés issus de vos expériences. C'est super riche, c'est pour ça qu'on fait cette émission-là. Vous incarnez le product management tel qu'on veut le vendre aussi. Et c'est chouette d'avoir ces retours directement du terrain. C'est très chouette, merci à vous. Merci Marion, c'était ta première, ça s'est bien passé? Oui, très bien. Tu n'es pas trop stressée? Pas du C'est bien tout. passé, je t'ai pas posé la question au début, j'aurais dû. Non, mais personne n'était stressé sur ce plateau. Pas du tout. Ben non, c'est vrai, ça a été une très bonne ambiance. On remercie évidemment nos viewers qui nous ont suivis sur l'émission sur Twitch. Les replays seront disponibles très vite, pendant une semaine sur Twitch et bientôt, très bientôt sur YouTube sur notre chaîne. On remercie aussi la régie au fond, François et Alex, sans qui cela ne serait pas possible. On remercie notre partenaire Product Board. Prochain rendez-vous, on se retrouve dans moins d'un mois, j'ai plus la date en tête, le 1er février avec Christopher Parola, CPO de YouSign et Romain Kuzniak, CTO et Head of Product Management. Ça sera animé par Jean, je crois, la prochaine fois. Jean qui est en vacances en ce moment, le chanceux. Et les deux sujets, ça sera comment concevoir un parcours pour booster la carrière et les compétences des product people, ça fera écho à notre sujet du jour. Et deuxième sujet, adapter, faire évoluer et partager les pratiques produits au sein de son organisation. Vaste sujet, rendez-vous sur notre chaîne Twitch j'ai déjà oublié, 1er février, décidément je suis fatigué. Merci à tous de nous avoir suivis, merci encore Diane, merci encore Christelle, bonne soirée à tous et à la prochaine. Merci.